Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir une véritable pionnière dans l'industrie des adjointes virtuelles. J'ai nommé Danielle Guérin. Visionnaire avant l'heure, Danielle a exploré le travail à distance dès 2002, devenant une véritable défricheuse dans le domaine des services en ligne. Autrice, formatrice et conseillère en écriture, elle a embrassé l'auto-édition pour partager sa sagesse et ses stratégies. Dans cet épisode, j'ai envie qu'on découvre comment elle a façonné à sa façon son domaine, comment elle a utilisé l'auto-édition comme moyen pour élargir son impact et comment elle guide aujourd'hui d'autres entrepreneurs à travers les défis de l'écriture et de l'expérience de l'auto-édition. Alors, sans plus tarder, officiellement, bonjour Danielle! Bonjour Mélanie. Merci d'avoir accepté mon invitation pour venir me jaser aujourd'hui. Je suis très contente de faire ta connaissance. Ben, ça me fait plaisir. Puis pour la petite histoire, j'avais dans la perception, en fait, avant de te connaître, que c'était Valérie Lassalle, une des premières au Québec. Et quand je l'ai reçue, j'ai dit: Ah, mais t'es comme une pionnière dans le domaine des adjointes. Puis elle m'a dit: Non, non, non. Elle dit: La vraie pionnière, c'est Danielle Guérin. Puis je dis: c'est intéressant. Je dis clairement, je vais aller la découvrir pour pouvoir te jaser. Fait que très contente qu'on fasse ça aujourd'hui. Euh, 2002, commencer le travail en ligne, je trouve ça super cool, vraiment audacieux. C'est clair que tu n'avais pas les mêmes avantages et outils et techniques de travail qu'aujourd'hui. Pas du Est-ce que tout. est-ce que tu aurais le goût de nous parler un petit peu, c'était quoi, ça ressemblait à quoi tes débuts en fait comme adjointe virtuelle? Ben oui, en effet, je raconterai pas nécessairement comment est venue l'idée, juste à un moment donné, je suis tombée sur les virtual assistants, puis je me suis dit, ben ça, je pourrais faire ça moi aussi. Ça faisait un petit bout de temps, en fait, qu'à chaque fois que je revenais de vacances, j'étais employée, salariée dans une clinique chiropratique. J'adorais l'équipe. Mais à chaque fois que je devais revenir de vacances, j'étais comme un enfant qui voulait pas aller à l'école. Donc, je faisais ma petite crise, puis je veux pas y aller, je veux pas retourner. C'est ça, j'ai exploré plein d'idées. J'étais même prête là, à aller vendre, faire des confitures puis les vendre dans des marchés. Pour te dire Tout à était quel point possible. je me disais, je veux être entrepreneur, je veux plus avoir de Hmm. patron. Je veux pouvoir gérer mon horaire, etc. Puis les virtual assistants, c'est devenu quelque chose de possible, une voie qui était possible. Puis en plus, il n'y en avait pas Mhm. au Québec. J'avais fait de la recherche, il n'y en avait pas en français, qui travaillait en français. Moi, je cherchais sur le web. Donc, puis à l'époque, en 2002, il faut dire que le web, c'était, Ouais. C'était on dirait que limité. c'est, on dirait que je parle de l'époque préhistorique, là, tellement que c'était, tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'avais le fax avec le modem, qui fait du Ben oui. bruit là quand tu te connectes, etc. J'avais pas la haute vitesse. Et jusqu'à ce qu'une ma cliente, parce que j'avais déjà une première cliente qui m'a conseillé de passer à la haute vitesse parce que Mhm. je trouvais ça frustrant de pas pouvoir m'appeler pour me parler si j'étais sur Internet et ou Hey, je me encore souviens. m'envoyer un courriel puis que j'ai j'étais au téléphone puis qu'elle s'attendait que je réponde rapidement. À l'époque, j'avais pas vraiment de limite. J'ai connu Ouais. l'époque des infolettres envoyées par fax. Wow. Donc, moi, je l'ai dit de façon comique, mais c'est parce que ça donne une idée de d'où on part. Mhm. Les adjointes virtuelles. On n'avait pas les réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux en 2008. Et avant 2008, on sait que Facebook, ça a commencé autour de 2004. Mais avant 2008, on pensait pas à Facebook pour les affaires. C'était plus pour retrouver les anciens amis d'école et puis Ouais. tout ça. Fait que moi, je voyais pas la pertinence jusqu'en 2008. J'ai suivi une formation sur le fameux trio Facebook, LinkedIn, Twitter et Hmm. WordPress. Puis j'ai eu la piqûre, puis
je suis passée de adjointe virtuelle administrative où je faisais, moi, ce que je faisais dans le fond, parce que tu m'as posé la question aussi là, de comment je fonctionnais. Ce que je faisais pour mes clients, les principaux services, c'était que organiser les ateliers en présentiel parce qu'il n'y avait pas du virtuel dans le temps. Ben non. Puis même que les téléclasses, ça s'appelait pas une téléclasse pour rien, ça se faisait au téléphone, c'était un numéro téléphonique qu'on appelait, ils appelaient ça un bridge, un pont. Oui, j'ai Un connu pont ça. téléphonique, t'as connu ça toi aussi? Ouais, Fait que ça, c'était avant les fameux Zoom, Meet et compagnie là, qu'on a. Fait que ouais. j'organisais ça, je faisais les suivis pour les clients parce que de euh, mes clients, c'était des coachs. Donc, OK. une coach de vie et une coach d'affaires dans les premières années. À part de ça, c'était les premières. C'était aussi des pionnières dans la région, Hmm. en Outaouais. Donc, j'ai travaillé avec elles et j'ai organisé leur atelier, préparé les documents pour les participants. C'était un peu hybride mon affaire parce que j'étais présente dans les ateliers. C'est moi qui coordonnais avec l'imprimeur puis qui montais les cartables pour les participants. Alors qu'aujourd'hui, on a plein de belles technologies qui nous permettent on a juste à penser rapidement, là, bureau en gros, on envoie notre fichier, Ben puis oui. c'est imprimé, puis on va le chercher, puis ça finit là, tu sais. Ouais. Que, ouais. Hey, c'est fou, là. Moi, j'étais encore... Mon cerveau, il est encore stické sur l'infolette par fax. On dirait que je suis comme, hey, c'est vrai, c'était par fax. Puis tu sais, moi, j'ai travaillé pour une banque québécoise dans le secteur des prêts hypothécaires. Puis le premier choc que j'ai eu, c'était de devoir envoyer des fax à des notaires. Puis là, on parle de 2011, 2010, 2011. Puis j'étais comme, ah! Puis tu sais, moi, je comprenais pas là, pourquoi on envoyait. Puis peu de temps après aussi, on a eu comme des fax électroniques. Mais le notaire, lui, fonctionne encore par un système de fax. C'est sûr que maintenant, ça ressemble plus à des courriels, mais il y a quand même une ligne de téléphone. Puis je pense que ça, comment choquer une milléniale qui commence sa jeune carrière, c'est parler des fax. Puis je trouvais ça tellement drôle. Je me dis, waouh, des infolettes par fax. Je Oui, serais fait curieuse de qu'imagine les voir. Ouais. entrer 77 numéros Ben oui. de fax d'entreprise parce que moi, je travaillais pour des chiropraticiens, puis c'était pour eux que j'envoyais ça. On envoyait ce qu'on appelait l'article de la semaine. Donc, c'était des conseils de santé, de posture, etc. Puis, à la fin, il y avait un petit call to action. Donc, la possibilité de prendre rendez-vous avec un chiro. Puis, on envoyait ça par Ouais. fax, là. Je partais ça, puis puis ça... C'est Fait fou, que, ouais. Ah ouais. non, le marketing direct, là, ça fait longtemps que ça existe, mais tu as des canaux différents. Tu sais, on pense juste au mailing, puis Ouais. tu sais, il y a encore certains magasins qui utilisent ça. Je pense à Yves Rocher, là, parce qu'ils sont très forts sur le marketing direct par la poste et tout ça. Mais waouh, très cool. Ça montre vraiment que t'as vu neiger, comme on dit, là. T'en as vu des Ouais, tendances. ouais, puis tu me fais penser à quelque chose quand tu parles du marketing direct là, par la poste. Pendant un certain temps, j'avais pour clients des vendeurs, si on veut, là, comme une franchise de Gatineau, pour les enveloppes Valpac. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. On recevait des enveloppes avec des coupons pour différents endroits, ça servait de publicité. Et il y OK. avait des coupons, des 2 pour 1, etc. à l'intérieur de l'enveloppe. Et moi, ma job comme adjointe virtuelle, c'était d'entrer les contrats des vendeurs pour que Valpac, je pense qu'il était à Terrebonne ou dans ce coin-là, pour que le bureau là-bas puisse préparer le graphisme des coupons, les offres, préparer les enveloppes et shipper ça à Post Canada. Puis, ouais, je faisais ça. C'est fou, hein? Ben, c'est ça. Ben, on dirait que tu sais, tu me parles de tout ça, puis j'ai le goût de te demander, c'est quoi
C'est quoi qui a le plus changé, finalement, depuis tes débuts à aujourd'hui? C'est quoi les grands changements? Y a-tu comme des milestones, des étapes? Qu'est-ce que tu as observé depuis le temps? Ben, il y a eu entre autres au niveau des réseaux, j'en ai parlé un peu, l'apparition des réseaux sociaux Oui. au niveau du marketing. Parce que, ben, dans le fond, là, pour l'attraction, l'acquisition de clients, à l'époque, c'était faire de la prospection, euh, Ou de communiquer la avec des pub, entreprises, ouais. de la pub un peu, mais comme au prix que ça coûtait, et du réseautage. Donc, Mm. pendant plusieurs années, jusqu'à 2011 à peu près, 2003 à 2011, j'ai été membre du réseau des femmes d'affaires. C'est pas celui qu'on connaît là, du Québec, c'était un de ma région OK. qui était juste en Outaouais. Ça s'appelait le REFAP, le Réseau des femmes d'affaires et professionnelles de l'Outaouais. Puis éventuellement, ben, ils ont arrêté, puis il y a eu un volet féminin de la Chambre de commerce à Gatineau. Donc, j'ai fait partie de ce groupe-là pendant presque jusqu'à à ce que ça ferme. Ouais. Et membre de BNI, dans une OK. section de BNI pendant plusieurs années. Fait que je faisais du réseautage. Bon, puis mes clients, mais c'était beaucoup du bouche à oreille. J'ai eu des clientes, clientes, j'ai 20 ans, 16 ans, 12 ans. Fait que j'ai Wow. travaillé longtemps avec mes clients. Je les gardais longtemps. Donc, c'était Mhm. toujours du long terme. Puis, ben, mes clients satisfaits me référaient d'autres clients. Donc, c'est comme ça que je bâtissais ma clientèle. Le meilleur Puis, marketing, hein? c'était le meilleur. C'est Ouais. vraiment le meilleur, encore aujourd'hui. Ben oui. Puis, donc, il y a eu les réseaux sociaux. Il y a eu, après ça, il y a eu à l'époque, moi, je faisais des mises à jour de sites Internet. Ben, pour la petite histoire, petite parenthèse, pour montrer le côté geek, on en a parlé avant d'entrer en ondes. Oui. Euh, Mon premier site Internet, je l'ai fait en 1999. J'ai eu mon premier ordinateur en 1900, février 99. Fin avril 99, la clinique avait son site Internet monté en HTML. Fait que Wow. j'ai fait le j'ai Wow. découvert quand je me suis connectée à mon ordinateur et j'ai découvert un monde, j'ai fait comme wow, je vais pouvoir faire plein d'affaires. Fait que ça a aidé là, comme adjointe virtuelle. Mais là, Ben, en clairement. 2008, il y avait WordPress. Hey, quand Hmm. j'ai découvert WordPress, c'était magique. Là, il y avait un autre monde qui s'ouvrait à moi. Fait qu'il a fallu en 2008-2009 que je commence à convertir mes clients à être présents sur Facebook, LinkedIn. Euh, puis, c'est ça. Fait que ça, c'est Hmm. une des choses. Là, aujourd'hui, il y a tellement de façons d'être visible selon notre style, Puis le marché, c'est tellement sophistiqué aussi depuis, là. Tu sais, moi, juste depuis que je regarde ce qui se fait en ligne, tu sais, mettons 2013, 2012, tu sais, je me semble au début, là, le monde, il y avait des blogs, tu sais, je pense juste aux blogs de maman, là. Tu sais, moi, je suis Mhm, devenue mère en 2015. Puis les blogs de maman en 2015, là, ça, tu lançais ton blog, puis je veux dire, t'avais un succès quasi assuré, là, c'était vraiment facile. mhm, Ben, facile, c'est pas vrai. C'était pas facile, mais le marché il était comme très, très ouvert. Tu sais, aujourd'hui, un blog maman, ben, c'est parce que, tu sais, faut que tu trouves une façon de te démarquer, il faut que tu trouves ton angle, faut que tu trouves, tu sais, faut que tu travailles vraiment plus en profondeur, je pense. Peut-être que ça aussi, c'est quelque chose que tu as remarqué, la sophistication un peu du marché en ligne. oui, puis c'est la variété, le fait que tout le monde et sa sœur, ou presque, veut être une influenceuse. Ah oui. Euh, Oui, oui, oui. Puis, ben, regarde, à une certaine époque, à un moment donné, tout le monde voulait être
premier dans les résultats Google, là. Oui, Tu vas me faire mon site Internet, puis je vais être premier dans les résultats Google. Et ben oui. c'est Sur parce tous les que, résultats, tu sais, c'est comme tous les mots-clés, là. On va être premier. ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, mais c'est ça, les blogs, tu sais, là, c'est certain tu sais, qu'il faut sortir du lot, mais je pense que le blog, tout comme l'infolette, à un moment donné, on disait que c'était mort, Ben oui, pas mais pourquoi. je sais pas, parce que c'est des Non. contenus forts. Mm. Tu sais, il y a un autre entrepreneur qui utilisait le terme à un actif numérique. Ben oui. Donc, avoir des actifs. Donc, un actif va durer beaucoup plus longtemps, puis il va avoir un impact plus grand. Mais je suis tombée dans le panneau, moi aussi, à un moment donné, j'ai comme délaissé mon blog, mais je vais y revenir parce qu'avec tous les algorithmes et tout ça, au début, quand on était sur les réseaux sociaux, quand on était sur Facebook et tout ça, hey, on avait des réactions, de l'engagement, tout ça, ça allait bien, des tu boostais une publication, puis tu avais des résultats, mais là, c'est... Ah ouais, même, tu sais, même jusqu'en, tu sais, j'ai envie de dire 2017, 2018, avant même la pandémie, c'était quand même encourageant ce qu'on pouvait avoir. Puis là, c'est fou là, de voir à quel point, même des grosses pages, en fait, tu sais, la réflexion que je me faisais, c'est comme aujourd'hui, on dirait que peu importe le nombre d'abonnés sur les plateformes, c'est comme si ça a plus l'importance que ça avait avant. Parce que de toute façon, le contenu va être plus régi par l'algorithme que par le fait qu'il y a des gens qui sont abonnés, tu sais, à tes pages. Fait que ça fait quand même un choc là, pour des gens, tu sais, je pense à des clients qui avaient des gros comptes Facebook, des grosses pages, tu sais, je sais pas moi, 25 000 personnes abonnées, puis que même aujourd'hui, tu sais, tu peines à avoir 5 likes, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est toute une transformation Ouais. des façons de faire. Mm. Vraiment. Puis ce que j'ai envie aussi de te demander, c'est après avoir vu tout ça, là, après avoir vu toutes les vagues OK, une nouvelle tendance ou une nouvelle plateforme. Tu sais, t'en as vu aussi des nouvelles plateformes de réseaux sociaux émerger avec le temps. Comment toi tu fais pour continuer à innover dans ton domaine puis à te garder, tu sais, up-to-date? Parce que, tu sais, on s'entend, tu dois pas manquer de travail, là. Fait que, tu sais, tu pourrais t'asseoir sur ton steak, comme on dit, puis juste te laisser voguer. Comment tu fais pour garder le cap, garder l'inspiration, puis d'être à jour? Ben, moi, je suis abonnée à plusieurs infolettes, je suis plusieurs experts, tu sais, j'aime apprendre. Fait que déjà, en Mhm. partant, quand on a, tu sais, quand il y a une nouvelle technologie, je vais être curieuse, puis je vais y aller. Ça veut pas dire que je vais nécessairement l'adopter, puis la garder. Je pense juste à Threads. Je me Ouais. suis inscrite, j'ai ouvert mon compte, j'y veux pas, j'ai désactivé mon compte. Clair comme ça. J'avais, ouais, non, c'est- moi j'ai l'impression de voir la même chose que je vois sur Instagram, puis ailleurs, puis la même chose avec TikTok, j'y vais pas parce que 80% des gens que je suis sur Instagram, ben, ils repartagent leurs choses de TikTok sur Instagram. Fait que j'irai pas me casser la tête pour. Puis, premièrement, la vidéo, c'est pas mon bac. Moi, c'est plus l'écrit, puis, mais, Merci d'en parler, merci d'en parler. J'aime tellement ça que tu le dises. Parce qu'il y a tellement de femmes que je vois qui se donnent qui se mettent une pression. Parce que c'est sûr que si t'écoutes le ou la coach TikTok, exemple, on parle de TikTok, c'est que vidéo. Fait que t'as pas le choix, là. Faut que tu fasses la vidéo si t'es sur TikTok. Mais elle va dire, il faut que tu fasses la vidéo pour te démarquer en 2024. Mais c'est parce qu'il y a d'autres moyens, là, tu sais. Merci d'en parler. Je voulais pas te couper, mais je suis bien contente que tu le dises. ben, c'est ça, tu sais, c'est trouver, puis c'est ce que je dis
aux adjointes virtuelles, parce que j'ai mon école aussi là, pour les adjointes virtuelles. Mhm. Je leur dis, c'est comme, trouve la façon que toi, tu veux t'exprimer, puis t'es pas obligé de te garocher partout. Tu sais, on commençait par un ou deux réseaux sociaux, puis premièrement, où est-ce qu'il se trouve notre client? Mhm. Tu sais, c'est des questions que toi, sûrement, que tu dois euh, poser souvent à tes clients, tu sais, pour les aider à trouver où est-ce qu'ils vont focaliser, là, mettre leur focus. Mm. Puis, euh, j'ai... c'est parce que je pense à la vidéo, puis je sais que ce serait bon que je fasse des vidéos parce que ça permet aux gens de voir ma personnalité, puis de voir que je suis une personne qui est quand même douce, relativement calme, etc. Puis que ça peut attirer certaines personnes. Mais moi, je trouve que c'est un paquet de troubles. Oui, c'est sûr que, ben, tu sais, en même temps, tu sais, ta Hein? force à toi, c'est l'écriture. Moi, j'ai des C'est ça. clientes, là, que l'écriture, c'est un paquet de troubles. Tu comprends? Fait qu'à C'est chacun, ça. c'est Tout sa à façon fait. de s'exprimer. Mm. Ouais. Fait que puis on parlait, bon, moi je t'ai parlé de Threads, je t'ai dit que j'allais pas sur TikTok. Puis sur Twitter, ce que j'ai fait à un moment donné, parce que j'étais presque partout. Mhm. Sur Twitter, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'image, puis je pense que j'ai écrit, euh, va voir ailleurs si j'y suis. Puis là, j'ai dit que j'étais soit sur Facebook ou Instagram. Fait que, Mm. Le message est parce clair, que, c'est ça. ouais, ben, c'est parce que c'est que aller, tu sais, je suis sur LinkedIn, Facebook, Instagram. Je trouve que c'est déjà beaucoup. Être présent aux trois endroits, oui, c'est certain que j'ai du contenu là, automatisé. Je me casse pas le basic. Mais Ouais. euh, aller suivre aussi, parce que c'est pas juste de publier, puis de dire ce que j'ai à dire, mais aussi de prendre le temps d'écouter, puis c'est des réseaux sociaux, fait que c'est Mm. d'engager des conversations avec d'autres personnes. Tout à Puis fait. si je suis partout, j'ai pas le temps de donner de l'attention comme je veux à ceux qui comptent. Fait que c'est pour ça Ouais. que Mais c'est j'ai... un grand défi en ce moment parce que, tu sais, ce qu'on voit même avec les statistiques, c'est qu'il y a un gros fractionnement des audiences, puis à cause de tu sais, de la multiplication des plateformes. Tu sais, même aujourd'hui, là, si on dit, OK, mettons, la femme de 40 ans est sur quelle plateforme? Ben, dans les statistiques, ça montre que ils sont comme sur beaucoup de plateformes. Tu sais, c'est pas tranché au couteau. Fait que ce que ça fait, c'est des fois, on se dit, ben, tu sais, j'aimerais ça être présente sur Instagram, j'aimerais ça être présente sur Facebook, euh, j'allais dire sur Twitter, mais tu sais, sur Thread ou tout ça, mais comment je fais? Puis, tu sais, une des meilleures façons aussi, c'est d'être capable de dupliquer puis de recycler son contenu puis de le réutiliser, mais comme tu dis, d'en choisir une à deux où tu vas être vraiment présente, puis le reste, c'est comme une façon d'aller comme fédérer vers tes vraies plateformes. Tu sais, je suis beaucoup de gens qui sont très, très TikTok. Mettons que ça, TikTok, c'est leur plateforme. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire le choix, comme tu parlais tantôt, tu sais, de partager leur contenu vidéo sur Instagram. Mais clairement, c'est pas sur Instagram que ça se passe le party, là. Ça se passe sur TikTok, puis c'est là que tu as plus de contenu. Fait que c'est comme un choix de dire, mettons quelqu'un qui, par hasard, découvrirait le contenu sur Instagram, mais tu sais, va comprendre que ça se passe sur TikTok, mais ça permet d'avoir une découvrabilité qui est différente. Mais c'est un gros casse-tête, comme tu dis, parce qu'il y en a beaucoup. Puis à un moment donné, il faut faire des choix. Fait que c'est un bon choix que tu as fait. Tu sais, si tu dis Thread, moi, ça me convient pas, il y en a tellement d'autres. Puis de toute façon, le pourcentage de gens qui sont vraiment sur Thread, c'est pas énorme encore, là. Ça reste encore une nouvelle plateforme. Fait que c'est sûr que ceux qui sont là dès le départ ont un petit avantage, mais encore là, l'algorithme va évoluer, puis dans pas long, il va y avoir de la pub, puis dans pas long, ça va faire comme sur Facebook, puis on va avoir moins de visibilité. Fait que, ouais, j'aime bien ce que tu partages. Faire des choix. Ouais. On prend des notes. Puis là, je sors du coq à l'âne, mais tu sais, tu parlais de ton école pour les adjointes virtuelles. Puis c'est Mhm. un métier que tu connais, puis je pense que tu fais encore aussi, j'imagine. Ou un peu moins, vu que t'as...
Ben, un peu moins. Dans le fond, ce qui s'est passé là, l'évolution là, de mes services, je suis passée de l'adjointe virtuelle qui faisait de l'admin principalement à l'adjointe virtuelle que j'appelais spécialisée en marketing Internet, donc les réseaux sociaux, WordPress. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. J'ai même fait des sites web pour des clients, des sites WordPress jusqu'en 2019-2020. OK. Puis, après ça, je suis passée à un rôle plus d'OBM, donc de gestionnaire d'entreprise web, donc où j'étais bras droit de mes clientes. Puis, ben, à partir de 2012, là, je suis passée à forfait. Donc, je facturais à l'heure avant, puis en 2012, les forfaits. Fait que quand Alex Martel a parlé tu sais, a sorti son livre, Ajoute un Mhm. zéro, puis de pricing de valeur, c'était comme, yes, il y a quelqu'un d'autre qui le dit. Fait que, Ben en oui. français en plus. Euh, puis, euh, avec ma dernière cliente comme OBM, j'ai participé à l'auto-édition de plusieurs livres. Puis, j'ai décidé d'offrir ça comme service. Donc, j'ai même développé une formation dans l'académie d'adjointe virtuelle des auteurs parce que moi, je peux pas servir tout le monde, Mhm. pour qu'il y en ait d'autres qui aient les compétences pour faire ce que je fais pour mes clients. Fait que là, maintenant, je fais plus AV des auteurs et autrices, là. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est assez comme niché par rapport Oui, à c'est ta ça. Selon. clientèle. Mm. Et par rapport à ma passion aussi du moment. Ben Parce oui. que moi, je suis passée de comme tu sais, quand j'ai eu la piqûre pour les réseaux sociaux, le WordPress, j'ai fait un temps avec ça. Pour l'auto-édition, je pense pas que ça va vraiment s'éteindre parce que ça rejoint vraiment Mhm. des passions depuis que je suis tout petite. La lecture, l'écriture, ben, tout petite. Je mesure 4 pieds 7, fait que je suis encore Hein? petite. Mais, Mon Dieu, je ouais. savais pas. Je Mais t'aurais depuis que je pas. suis jeune, très jeune. Fait OK. que, c'est ça, ça paraît pas, là, assise Non, sur une mais en chaise virtu. devant la caméra. Exact. Quand tu vas en réseautage, puis que tu vous rencontres des gens en vrai que tu suis, des fois, t'es surprise. Là. Il y a des gens qui sont vraiment grands, puis ça paraît pas, puis d'autres des qui sont plus petits que ce qu'on s'imagine. Puis on se dit, ah ben, coudonc. Ben Je oui, t'imaginais pas comme ça. j'ai eu la surprise quand j'ai rencontré mon adjointe virtuelle en personne. Fait que, c'est ça. Elle OK. est beaucoup plus grande que moi. Mais par rapport à justement quelqu'un là, qui nous écoute puis qui voudrait devenir adjointe virtuelle demain, mettons, bientôt, Mhm. c'est quoi c'est quoi les meilleurs conseils que tu donnerais? C'est sûr que là, c'est rapidement, là, tu préfères une formation complète, là, je comprends. Mais Ouais, c'est j'en quoi ai une. les points? Ben c'est ça, je dis. Tu pourrais parler pendant des heures là, sur ce sujet-là. Mais ce serait quoi, mettons, les choses, les éléments majeurs là, à comprendre, ou peut-être qu'ils sont mal compris en ce moment du rôle? Ouais. Ben, tu viens de dire quelque chose, peut-être qu'ils sont mal compris par rapport au Hmm. rôle. Avec la pandémie, comme l'avènement du télétravail, beaucoup de personnes se sont dit, ben, ah, moi, je peux faire ça, être adjointe virtuelle. Et se sont autoproclamées adjointes virtuelles. Et regarde, on n'a pas d'ordre professionnel comme adjointe virtuelle, puis on n'a pas de police des adjointes virtuelles. Ouais. Sauf que l'incompétence, ben, ça nuit aux autres, à celles que j'appelle les vrais. Mais ce qui est mal compris, c'est que c'est souvent perçu comme une job qui va être facile. Je vais être à la maison, je vais travailler de la maison, ça va être facile. C'est simple démarrer, c'est simple de faire, il y a des choses simples à faire, mais facile, ça ne l'est pas. C'est de Mm. l'entrepreneuriat. Faut avoir des compétences. Si tu as tu sais, t'as de la difficulté à naviguer sur Internet, à envoyer un courriel qui est cohérent,
que à chaque fois que tu as un logiciel ou quelque chose que tu n'es pas capable de faire, qu'au lieu d'aller chercher sur Google, te débrouiller puis trouver la solution, tu poses la question dans un groupe. Oui, les groupes, c'est le fun, là. Tu sais, c'est pour de l'aide. Mais des Ouais. fois, là, fais tes recherches. Mhm. Mais Oh oui. au niveau technique, il y a plein de ressources. Puis il y en a des adjointes virtuelles qui sont super, qui sont excellentes. Et ce sont des autodidactes. Elles se sont formées, puis, mais elles sont bonnes, là. Tu sais, c'est pas juste, tu sais, comme j'ai dit tantôt, j'ai une formation, mais tu sais, je veux pas l'enfoncer dans la gorge de personne, là. Il y en a qui sont bonnes pour apprendre toutes seules, de façon autodidacte, qui vont aller suivre des formations pour améliorer leurs compétences. Mais si t'as pas les compétences, t'as pas d'expérience, cherche pas à, tu sais, une adjointe virtuelle, c'est quelqu'un, de la façon que moi je le voyais en 2002, puis que je le vois encore presque 22 ans après, une adjointe virtuelle, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui la transfère du salariat à l'entrepreneuriat. Mm. Fait que tu as déjà des compétences, tu as déjà des talents, puis c'est ça que tu vas mettre en valeur, puis que tu peux développer. Tu sais, j'en ai Ouais. acquis plein de nouvelles compétences là, au fil des années, mais ça prend un minimum, ça prend une base, ça prend de l'autonomie, ça prend... faut être fiable. Mm. Tu sais, livrer, l'expression que j'utilise souvent, c'est livrer ce que tu as promis. Ouais. Tu sais, tu promets il y a un livre, je ne sais pas s'il est encore disponible, de Alain Sanson, c'était aux éditions Béliveau. Puis je le dis parce que c'est juste parce que ça me revient, c'est promettre beaucoup, livrer davantage. Mm. Petit Oui. livre, facile à lire, puis c'est justement ça, c'est livrer les promesses parce que c'est c'est facile, surtout avec les réseaux sociaux, c'est facile de briser une réputation, puis tu sais, donc organise-toi pour bien servir tes clients, puis c'est pas pour rien que j'ai eu des clients pendant 20 ans, là. Mm. Tu sais, même client qui reste avec moi pendant longtemps, mais c'est justement pour ça. Ça a de l'intégrité, la fiabilité, des compétences, oui, mais les compétences, ça s'acquiert également. Mais au moins une base. Mais Ça- c'est parce que je trouve que le rôle de l'adjointe, puis là, je fais aucune distinction entre virtuel et présentiel, si je peux me permettre, je trouve que c'est pas assez valorisé, tu sais. Moi, j'ai Ouais. travaillé 6 ans dans le corporatif, puis les bonnes adjointes là, de direction, là, c'est des pieuvres comme qui font des miracles. Ils tu sais, ça a pas de l'air. Pour moi, là, ils ont l'air comme du petit canard, là. Tu sais, c'est tout gracieux. Tu sais, on voit juste le bout gracieux sur l'eau, mais on voit pas les Mais petites ça pattes de pédale. canard. Et oui. Puis des bonnes adjointes, c'est fou, là, comment ça fait une différence sur le rayonnement du gestionnaire. Tu sais, comme par exemple, tu sais, moi, il y avait un directeur de l'étage où j'étais, un directeur principal, puis son adjointe était comme était excellente. Mais c'est justement, si nous, on avait la perception que ce directeur-là était compétent, c'est parce que toutes les coms, c'est pas lui qui les faisait, là, tu sais, c'est elle qui gérait tout ça, la coordonnée. Fait qu'il y a comme il y a comme aussi l'espèce tu sais, le thème où on va réduire secrétaire. Moi, c'est un mot que j'aime pas. Parce que je trouve que Ouais. secrétaire, c'est pas ça, là. C'est pas clérical seulement. Je réponds au téléphone et je donne un petit post-it à quelqu'un. Voici la tâche à accomplir. C'est pas ça une adjointe, tu sais. C'est de penser Non. 2 coups d'avance, là, tu sais. Puis tu dis quelque chose d'important, puis on en a discuté justement. J'avais un réseautage avec des adjointes hier. Puis justement, on a parlé du terme adjointe virtuelle que pour certains, c'était péjoratif, dans le OK. sens où une adjointe était considérée comme une subordonnée. Donc, alors qu'elle est légale, c'est Mm. comme elle va être égale à l'entrepreneur ou l'entrepreneure qu'elle va accompagner, avec qui elle va collaborer. Puis c'est pas pour rien qu'il y a plein d'adjointes virtuelles qui n'utilisent pas le terme
adjointes virtuelles qui vont utiliser collaboratrices, Hmm. conseillères, consultantes, expertes. Elles vont trouver Ouais, d'autres termes parce que l'adjointe virtuelle, c'est il y en a qui voient ça de haut, qui regardent ça ok. de haut. Tu sais, au point où il y en a qui vont s'imaginer qu'une adjointe virtuelle, mais tu payes ça 15 à 20 pièces de l'heure. Hmm. Fait que, Ouais, il y a peut-être ça aussi que tu as vu évoluer justement dans le milieu. Tu en as vu des femmes devenir adjointes virtuelles, puis peut-être que ça, tu sais, partir, revenir ou peu importe. Tu sais, c'est-tu une des grosses erreurs que tu as vues, le mode de pricing, justement? C'est-tu ouais, oui. c'est-tu dans le top 3 mettons? Je te dirais que oui. OK. Ça, c'est une des erreurs. Euh, le tarif, tu sais, moi, Ouais. à un moment donné, dans un groupe d'adjointes, je leur ai partagé une capture d'écran d'une de mes factures de 2005, je pense, où je chargeais déjà 35 l'heure. Puis il y avait en 2005, puis il y avait Hmm. il y a encore cette année, là, il y a des adjointes que je sais qui chargent en bas de 25 l'heure parce qu'elles pensent que ça vaut pas ça. Tu sais, tantôt, je te disais, une adjointe virtuelle, selon moi, c'est quelqu'un qui a des compétences et qui les transfère en entrepreneuriat. Ouais. Le danger, c'est qu'il y a beaucoup d'adjointes virtuelles qui vont, quand elles commencent, elles se disent, ben, je commence comme adjointe virtuelle. Puis ce que je leur dis, c'est, hey, c'est parce que c'est pas quand tu as décidé de devenir adjointe virtuelle, de devenir entrepreneur, là, il n'y a pas de ligne qui vient faire en sorte que tout ce que tu as fait avant, toutes tes compétences, toutes tes formations que tu as suivies, ton expérience, que ça s'efface, puis que là, Hmm. tu es comme une débutante. T'es pas une débutante. Tu sais, Ouais. puis ça, c'est le danger. Souvent, parce qu'elles commencent comme adjointes virtuelles, elles vont penser qu'elles sont débutantes, puis qu'elles doivent charger moins. Mais c'est parce que tu vivras pas de ton entreprise. Non. Si tu y arrives, si tu es au Québec, au Canada, puis que tu charges en bas, par exemple, de 40 l'heure, parce que souvent, c'est le chiffre qui revient dans tous les groupes. Moi, je dirais plus, mais si tu charges en bas de 40 l'heure, tu vas être obligé de travailler des heures de fou pour venir à bout d'arriver, puis tu vas t'épuiser, t'écœurer, puis tu vas décider d'aller te chercher une job. Ouais. T'sais. Puis il n'y a pas de mal non plus là, à aller chercher un emploi, là, soit parce que ça nous stimule ou encore parce qu'on a besoin d'argent. Il y a eu une Ouais. période où j'ai eu peur du manque en 2009 et je suis allée travailler à temps partiel euh, comme salarié, puis mais ça n'a pas duré parce que je n'étais pas faite pour ça. C'est Mais ça, c'était pas ta voix à toi, mais je comprends. fait Ça que fait partie. la première erreur, c'est de pas charger assez. Et la deuxième, c'est de charger à l'heure. Euh, à un moment donné, il faut passer à des Hmm. forfaits parce que sinon, on est pénalisé pour notre efficacité ou Hmm. on va prendre notre temps parce qu'on... Ouais. C'est c'est ça. Moins de motivation à Ouais. aller vite dans ce temps-là. C'est vrai que même sur la motivation, il y a un enjeu qui est soulevé, là. Fait que si vous n'avez pas lu le livre d'Alex Martel, c'est le signe. Si ça vous interpelle, c'est le signe d'aller le lire. Ça explique vraiment bien pourquoi c'est pas le meilleur mode de tarif, c'est clair. Puis j'ai envie de te demander, vois-tu une distinction? Parce qu'on parle beaucoup de tarifs, puis est-ce que pour toi, il y a comme des catégories d'adjointes? C'est comme si dans mon esprit, il y a des adjointes qui sont plus en mode exécution de tâches, dans le sens qu'ils vont gérer l'exécution de projets, de tâches récurrentes, de petits mandats comme ça. Puis il y en a d'autres qui vont vraiment venir comme, je sais pas, gérer ton agenda, un peu comme une deuxième tête dans ton quotidien. Tu Oui, vois-tu tout à deux fait. types? Ouais? Oui.
On les appelle celles la deuxième tête, là, on les appelle Ouais. des OBM, des OK, Online c'est Business ça le. Manager. OK. Oui. Et puis là, ben, c'est parce elles ont pas le choix. Les OBM, c'est rare que tu vas avoir une OBM qui va charger à l'heure. Ouais. Parce que l'OBM, elle s'investit complètement dans l'entreprise de son client. Tu sais, elle va devenir, comme tu dis, la deuxième tête. Donc, elle fera pas. C'est pas nécessairement elle qui va faire les tâches, mais c'est elle qui va être capable d'aider, de s'assurer, par exemple, de répartir le travail Les faire les tâches. suivis avec les fournisseurs, s'assurer au niveau de la planification des projets, des activités avec sa clientèle. Est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on fait pas ça, qui va trouver des idées pour augmenter les ventes, pour diminuer les dépenses. Elle a vraiment. Mais c'est parce que la OBM, elle peut pas charger à l'heure parce que comment tu fais pour charger au client que tu as eu une idée de génie qui va y apporter, qui va y sauver du temps, faire gagner de l'argent, faire plus d'argent, en sauver pendant que tu es en train de promener ton chien ou de prendre ton bain. Ouais. Tu Ah peux non, pas. c'est clair. La créativité, c'est ça l'enjeu, hein. La Ouais, créativité, c'est pas un. On peut pas puncher in, puncher out, là, tu sais, comme à non, l'usine. c'est ça. Mm. C'est ça. Fait que un peu pour ça que puis l'OBM, mais c'est ça, c'est très vaste tout ce qu'elle peut faire, mais c'est ça, c'est elle qui va gérer l'équipe tu sais, elle a vraiment un rôle de gestionnaire. Tu sais, on Ouais. l'utilisait tantôt, là, c'est elle qui va être la gestionnaire de l'entreprise avec sa cliente, puis qui va s'assurer que, tu sais, je dis pas que l'adjointe virtuelle qui exécute a pas à cœur le succès de son client, mais Mm. son rôle va être Ouais. différent, là. Ouais. Elle est moins investie Ouais, c'est ça, tu sais, pour le client, ce qu'on veut délaisser, pas délaisser, ce qu'on veut déléguer, c'est des tâches, des projets, l'avancement, tu sais, c'est la quiétude de savoir que, OK, ça va être fait, tu sais, c'est ça qu'on s'attend, en fait, comme délégation, puis je pense qu'avec une OBM, ben, c'est qu'on veut aussi l'expertise, puis le co-créer en même temps certains projets, puis s'assurer que ce soit géré, puis que ça avance, mais pas nécessairement de faire des tâches. C'est ça qui est la distinction que je comprends. Puis il m'est venu un exemple très concret Mhm. euh, d'une d'une tâche euh, vue par une adjointe exécutive et tu sais, une adjointe qui exécute plutôt, parce que l'OBM, c'est presque l'adjointe exécutive, et l'OBM. Une exécutante, tu lui demandes, trouve-moi euh, des... Je suis à la recherche, on va prendre un sujet du jour. Je Ouais. suis à la recherche d'un outil pour enregistrer mes épisodes de podcast, faire mes entrevues. Euh, Fais-moi une recherche pour ça. Une adjointe qui exécute, elle va te faire un beau tableau avec les noms des applications, des logiciels, le lien, le prix, puis quelques caractéristiques, peut-être même des avantages. L'OBM, elle va faire la recherche, la même recherche, mais elle va arriver avec des recommandations en te disant, moi, je prendrais celui-là parce qu'il y a telle affaire, puis selon ce que tu veux faire avec ton entreprise, puis ce qu'on envisage, ce qu'on a comme vision, ça serait Mm. celui-là qui serait le meilleur investissement à long terme. Fait que c'est ça la différence. Ouais. La vision plus à haut niveau, là, la vision plus stratégique de conseil. Ouais. Exactement. T'sais, puis Très elle cool. s'implique là dans, tu sais, c'est ça. Elle est au courant des yeux partout. On revient à l'image de la pieuvre que je parlais tantôt, là, tu Oui, sais, de c'est ça. l'adjointe qui gère un peu.
de main de maître. Cool! Puis là, je t'amène ailleurs. Je t'amène dans le monde de l'auto-édition parce que ça aussi, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, qui m'intéresse d'en savoir plus. C'est pas du tout un monde que je connais, là, le monde de l'édition, point, là, de livres. Et j'ai goût comme peut-être quelqu'un qui nous écoute puis qui sait pas vraiment ce que ça veut dire s'auto-éditer, qu'est-ce que ça comprend. Je sais pas si tu peux déjà commencer par démystifier ce que c'est. Ouais. C'est-tu écrire un livre puis aller chez Bureau en gros pour qu'il fasse des copies? Comment ça marche? Ça, c'est un livre fait puis imprimé chez Bureau en Ouais, gros. C'est mon premier en 2007. Fait que c'est c'est juste différent. parce que c'est pas mal différent de ce que je fais aujourd'hui. Hmm, Mais pour commencer, je vais parler de l'édition traditionnelle comme on la connaît parce que je pense que on va être capable de comparer là, avec ouais, l'auto-édition. L'édition traditionnelle, c'est la maison d'édition va prendre en charge tous les frais et tous les processus reliés à la publication et la vente du livre, alors que l'auteur, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est l'auteur, l'autrice, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'écrire le livre. Donc, écrire puis livrer un manuscrit, tout simplement, par rapport à une maison d'édition. Donc, ça veut dire que l'éditeur va s'occuper de faire réviser le texte, le faire mettre en page. Le graphiste pour la couverture va même s'occuper de la quatrième de couverture du texte qui va se hmm, trouver à l'arrière du livre, va s'occuper de demander les subventions des différents, euh, va l'imprimer, va trouver le distributeur pour que ce soit distribué dans les librairies. Tout ça, ça a des frais, oui. ce qui va faire que l'auteur, l'autrice va rester avec 10% sur la vente de son livre. Donc, un Ouais. livre de 20 va faire 2 $. C'est C'est fou, à hein, peu quand près même. ça. Le Ouais. monde de... Ouais. Fait que t'as intérêt à faire un best-seller, hein, si tu veux faire de l'argent. Ouais. Puis quand on sait qu'un best-seller, c'est 3 000 exemplaires, OK. Je trois pensais que mille c'était plus. exemplaires, ouais, c'est ça, hein? Hmm, Fait que tu fais pas beaucoup d'argent, là. Tu sais, non. figure, là, 3 000 exemplaires à 20 $, c'est 60 000. À 10%, bien, c'est 6 000. Tu Hmm, sais, c'est pas... Tu fais 6 000 avec un best-seller. hmm, Fait que c'est pas... tu sais, puis si ton livre est best-seller après un certain nombre, je pense que c'est 5 000 copies, ben là, tu peux peut-être monter à du 15%, puis... tu sais. hmm. Mais l'auto-édition... Ah oui, puis l'autre chose que j'ai pas dit, puis ça paraît que j'ai un biais, là, parce que je préfère l'auto-édition, mais l'autre chose que j'ai pas dite, c'est que ton manuscrit que tu as pris des mois à écrire, à relire, à réécrire et tout ça, avant de le soumettre à une maison d'édition qui va prendre le temps, peut-être, de le lire ou que son comité de lecture va voir les 2, 3 premières pages puis le mettre dans la pile, bien, ça peut te prendre 6 mois, parfois même jusqu'à 2 ans avant d'avoir une réponse. Fait que ton livre, il Hmm. sera pas publié tout de suite. Moi, j'ai pas la patience. J'ai pas cette patience-là d'attendre que quelqu'un qui me connaît pas, qui connaît pas mon domaine, qui décide de l'avenir de ce que j'ai écrit, Hmm. du produit sur lequel j'ai mis des heures, de la sueur, des pleurs. Hmm. Euh, Fait que je choisis d'aller vers l'auto-édition. Là, l'auto-édition, par exemple, ce que ça implique, c'est que je suis responsable de trouver ma graphiste, la personne qui va réviser mon texte une fois que je l'ai lu et relu, puis que je suis certaine
que j'ai fini puis que je ferai plus de modifications, là, là, j'envoie à quelqu'un pour une professionnelle pour le réviser. Révision linguistique, les tournures de phrases. Une fois que c'est fait, bien là, il faut le mettre en page, mon livre. Moi, je m'en occupe moi-même parce que j'ai appris comment le faire. OK. Je mets en page mon livre. Après ça, bien là, c'est de m'assurer. Fait que là, j'ai payé ma graphiste pour la couverture. J'ai payé la personne pour réviser. Le temps que je vais mettre pour la mise en page. Si tu fais pas de la mise en page, bien là, il va falloir que tu payes quelqu'un pour la faire. Et ensuite, bien là, vient la mise en ligne sur les plateformes pour pouvoir avoir des livres imprimés sur demande, comme Amazon, donc Mm. un livre imprimé ou numérique, Kindle, etc. Y en a-tu d'autres qu'Amazon qui Oui, fait du on-demand? Oui. ben non, de l'impression on demande, si tu es en France, OK. ouais, en Europe, il y a Book on Demand, mais si on n'a pas de banque, service bancaire En européen, France, oui. on peut pas avoir de compte publié sur Book on Demand. Il y a Bouquinbec aussi qui fait de l'impression sur demande également. OK. Ils ont aussi une librairie virtuelle là, où notre livre peut être publié, mais c'est pas comme Amazon qui est quand même Ouais. mondial. Puis quand tu écris un livre en français, ben, t'es pas limité au Québec, au Canada. Tu peux avoir des gens de la France qui vont l'acheter, le Mhm. livre, via Amazon. Et là, l'avantage, parce que là, j'ai parlé de prix, de tarifs tantôt, puis tout Ouais, c'est ça, ça. puis Combien qui te reste, là? combien qu'il me reste. Ben, en fait, là, j'ai dépensé, j'ai investi de l'argent. Oui. Mais quand je publie sur Amazon, mais ça me coûte rien pour le mettre sur Amazon. Ce que ça va me coûter, dans le fond, c'est si je commande des exemplaires d'auteur que je veux pouvoir envoyer dédicacés à ma communauté, qui vont acheter via mon site. Là, je vais payer juste les frais d'impression et de livraison. Donc, un livre de 20 que je vendrais 20 ben, pourrait me coûter 6 à 7 sur Amazon. Fait que là, tantôt, on parlait de 2 piastres que j'ai de mon éditeur. Puis en plus, mon éditeur ne me paiera pas tout de suite. Il va me payer dans un an. Ben oui, évidemment. Fait que, alors qu'Amazon paye 2 mois après, ou encore si moi je vends mes livres, bien j'ai l'argent. Donc si mon livre m'a coûté 7 imprimé et il me reste 13 sur mon livre. Fait qu'on est loin du 2 de la maison d'édition, mais ça Ouais. m'aide à rembourser ce que j'ai payé de graphistes et de personnes pour la révision linguistique. Là, les prix varient, puis ça dépend de Ouais. la complexité, donc c'est difficile à prévoir comme coût. Si, mettons, je commande pas de livre et que je demande à Amazon de vendre mon livre, bien un livre à 20 mais il pourrait me revenir 8 de redevance. Donc, c'est encore 4 fois Mhm. Donc, c'est 40% qui me revient pour un livre imprimé. Mais pour un livre Kindle, ben, c'est 70% qui me revient. OK. Quand même, Fait fait que, on est des meilleures marges, là, clairement. Sauf que là, j'imagine que, tu sais, moi, ce qui me vient en tête, c'est je me dis, la maison d'édition, tu sais, va faire en sorte que le livre se trouve en librairie. Est-ce que ça, tu penses que ça a un désavantage en s'auto-publiant d'être restreint dans la distribution de ton livre? Comment tu vois ça? ben, ça peut être un désavantage pour quelqu'un qui est timide, qui a pas de communauté en ligne, mais Ouais. quelqu'un qui a une communauté en ligne ou qui va, ben, regarde, on va prendre l'exemple de Kyla.
Tu as Hmm. parlé à Kyla et Kyla va publier son livre, va auto-publier son livre le 8 février. Elle va le lancer le 8 février. Mais on n'a qu'à regarder ce que Kyla fait comme au niveau pour créer le buzz par rapport à son livre en ce moment. Mais c'est un livre qui va être auto-édité. C'est un Oui. livre Ben, auto-publié. Kayla, oui, que pour les gens qui écoutent, qui savent peut-être pas c'est qui, là. Dans le fond, elle a un livre sur la faillite qu'elle a fait avec son entreprise comme de podiatre. Elle avait une clinique podiatrique. Puis elle a fait une grosse faillite, genre à 23 ans, si je me souviens bien. Puis c'est ce qu'elle raconte dans son livre. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode parce qu'au moment où ça va sortir, le livre va être disponible. Fait que une petite plug en même temps pour Kayla. Ben, tout à fait. Ben, tant mieux. Ça va me T'as-tu faire, ça me travaillé fait, avec elle? oui, tout à fait. Ah bon, ben c'est pour ça que tu connais bien ça. Donc, Super. c'est ça. Donc, c'est ça. C'est donc quelqu'un qui, tu sais, qui va créer, tu sais, créer un buzz autour de son livre, qui va s'assurer tu sais, d'être sur les réseaux sociaux, d'en parler avant, au lancement et après. Ben, tu sais, qu'il y ait une maison d'édition qui distribue le livre dans les librairies, ça veut pas dire qu'il va se vendre plus que Non. si tu fais ta propre promotion là, de ton livre. Euh, puis, au niveau des librairies, moi, mes livres sont dans 3 librairies. C'est moi qui suis allée rencontrer les libraires et j'ai eu une entente de de consignation. Donc, OK. le livre est en consigne dans les librairies. Donc, elles prennent, et c'est comme ça avec les maisons d'édition aussi, c'est pour ça qu'il reste juste 10%, c'est que la librairie prend 40%. Mhm. Donc, sur le prix du livre, donc dans la chaîne du livre, bien, le libraire prend 40%, le distributeur 30%, l'impression, puis 10% pour... fait qu'il reste pas grand-chose à la C'est maison fou, hein? d'édition, là. Fait que, euh, fait que c'est ça qui est... C'est ça. Fait que là, j'ai... Tu sais, il y a 3 librairies. J'ai communiqué avec les bibliothèques locales pour m'assurer que mon livre soit disponible. Les auteurs et autrices qui vont choisir de s'auto-publier s'attendent pas à faire des millions avec la vente nécessairement du livre. Moi, je travaille avec des experts qui ont une expertise et qui vont se servir qui veulent avoir un livre, pardon, dans leur écosystème d'offres. Donc, le livre en fait partie. C'est comme une grosse carte de visite. Mhm. Oui. Ça ajoute de la notoriété, ça ajoute de la crédibilité, puis aussi à partir du livre, bien, ça peut bâtir notre communauté si on a différentes stratégies à l'intérieur du livre. Donc, ça, c'est des choses que je discute avec mes clientes aussi là, dans le processus. Fait Fait que que dans le je fond, t'en ai ça dit demande long, hein. d'investir soi-même beaucoup dans son marketing. Tu sais, Oui, oui, c'est... tout à fait. Mais même aujourd'hui, avec les maisons d'édition, si tu veux que ton livre se vende, va falloir que va falloir Ouais. que tu sois visible. Puis souvent, ben, pour avoir parlé avec des gens qui travaillent dans des maisons d'édition euh, traditionnelles, là, tu sais, pas où l'auteur a juste à contribuer avec son manuscrit, là, qu'il n'y a Ouais. aucun montant à payer. Euh, Ces maisons d'édition-là vont, une fois qu'ils ont disent, bon, ben, OK, ce manuscrit-là nous intéresse, c'est qui l'auteur? Ça va être la deuxième étape qu'ils Hmm. vont faire. Ils vont se demander c'est qui l'auteur? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà visible? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà Ah oui. comme une communauté, etc.? Parce que oui, ils vont faire leur part, mais l'auteur va devoir en faire aussi. Il y a des auteurs, entre autres, que je connais, qui sont très prolifiques,
avec des maisons d'édition, puis je sais que si ça marche bien leur affaire, c'est parce ils font le travail d'être De leur visibles, côté. oui, de leur côté beaucoup. Hmm. Puis est-ce que tu as l'impression que les livres auto-édités sont boudés par certaines personnes? Est-ce que c'est difficile, je veux dire, d'aller, mettons, décrocher une entrevue radio parce que ton livre est auto-édité ou tu penses à pas d'importance à ce niveau-là? Je vais te dire, je pense pas que ça ait de l'importance. Encore faut-il que, premièrement, le livre, quand on va l'autopublier, ben on va s'assurer que le livre a l'air professionnel, que Mhm. ça Ben oui. paraît presque pas que c'est autopublié. Ouais. Fait que, puis, tu sais, il y a quelques petites différences, subtilités, mais c'est ceux qui font affaire avec des maisons d'édition qui vont les reconnaître. Je ne les dirai pas ici. Ben Ça, non. je l'ai dit à mes clients. Regarde ça On va secret. garder mon petit secret. C'est Mais c'est parfait. ça. Il y a moyen de. Mais c'est certain que moi, ça m'arrive de tomber sur des livres que je vais voir, puis que ça paraît que c'est auto-édité par rapport à Ouais. la mise en page, puis Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça devient accessible à tout le monde. Fait que quelqu'un qui dirait, moi, le faire tout seul, je sais pas trop comment ça marche, puis je vais patenter mon livre, ben là, c'est sûr que ça risque de paraître hmm. à la fin, là, que le livre, il est peut-être un petit peu moins professionnel. Fait que, tu sais, comme dans tout, hein, comme avec ce qu'on parlait pour les adjoints virtuels, si on fait les choses avec le souci de bien faire, ben comme tu dis, j'en ai vu. Puis je pense même, je vais aussi, le lendemain du lancement de Kayla, en février, il y a le lancement de Catherine Robillard. Je crois que son livre est auto-édité aussi. Parce Je que ça a pense été que oui très aussi. rapide, le moment où elle a écrit le livre, puis où elle le lance. Fait que comme tu dis, avec les délais de maison d'édition, je crois pas que ça aurait été possible là, que ça soit disponible dans un court laps de temps comme ça. Fait que ouais, Ouais, c'est à rare découvrir. les maisons d'édition, à moins que l'auteur, l'autrice ait envoyé le projet tu sais, comme sous forme de projet à la maison d'édition, puis Ils qu'ils font aient vraiment été, confiance. tu sais, c'est ça, Ouais, tu sais, puis c'est qu'ils ça. disent, bon, ben, OK, ben, tu sais, il me semble que ça a été relativement court pour Alexandra parce que c'est la maison d'édition qui l'avait approchée, Oui, elle, qu'elle écrive son livre. Fait que oui. des fois, ça peut être, quand t'es chanceuse, ça Mm. peut arriver. Tu sais, comme si t'as, tu sais, je dis Mais pas ça qu'il y revient a à ta juste la, théorie. ouais, Ça revient à ta théorie parce qu'Alex avait travaillé sa notoriété en amont. c'est Fait que, ça. tu sais, c'est comme, tu sais, c'est l'œuf ou la poule. Tu sais, on dit, est-ce que. Parce que le livre apporte de la notoriété, apporte tu sais, une certaine forme de visibilité, de crédibilité, j'ai le goût de dire. Mais en même temps, pour que les maisons d'édition s'intéressent à toi, il faut que tu aies déjà un petit peu de ça Mhm. avant. Fait que, ouais, c'est comme l'œuf ou la poule. Mais en passant avec toi, puis ce que tu proposes avec l'auto-édition, ben, on peut accélérer le Ben, processus c'est que, aussi. c'est que mes clientes n'ont pas besoin de se casser la tête à savoir, bon, mais est-ce que mon livre va être bien mis en page? Donc, puis elles ont toujours leur mot à dire là, sur le résultat final, là. Mais, tu sais, moi, je m'assure que l'information importante est là. Puis je m'assure aussi qu'après, une fois que le livre est publié, ben, il y a certaines choses à faire, et je m'assure qu'elles le font, là. Mhm. Tu sais, certains aspects administratifs, là, que S'assurer que ça se passe bien, puis que. c'est ça, que ce c'est- soit, bon, mais pas, on pense juste faire les dépôts légaux, Bibliothèque et Archives Canada, la banque, là, Bibliothèque et Archives Oui. nationales du Québec. Donc, tout ça, moi, je m'assure de les aider. Je les accompagne même dans cette étape-là. Après. Hmm. Fait que ça finit pas juste avec le livre qui est publié. Ils ont d'autres instructions, d'autres affaires à faire après. Mais Ben c'est oui. à leur avantage, là, aussi.
Ben, quand on voit ce qui reste après comme profit, ça peut être donner le goût justement de l'apprendre puis de le faire le processus complet de création du livre. Super intéressant. J'ai le goût de te demander, tu vois quoi comme avenir, toi, pour l'auto-édition? Est-ce que tu penses que, selon ton flair, tu sais, ça fait quand même longtemps que tu es dans le domaine, est-ce que tu penses que il va y avoir un boom par rapport à l'auto-édition dans les prochaines années? Penses-tu que plus de gens vont dire, j'ai un projet de livre? Tu sais, moi, c'est fou le nombre d'entrepreneurs que je côtoie qui me disent, ah, moi, un jour, c'est sûr, je vais écrire un livre sur tel sujet. Penses-tu que ça va être la voie, de l'avenir? Tout à fait. Puis je vais te donner un exemple concret. En 2022, j'ai accompagné, je pense, j'ai participé à 3 ou 4 projets d'auto-édition de livres. Et en 2023, bien, 7 clientes m'ont fait confiance pour autopublier leurs livres et j'en ai autopublié 3. Hmm. Fait que, Juste à toi, là, puis, trois comme ça. ouais, ben, en fait, c'est que j'ai autopublié, il y a eu 2 projets, Profession AV et Profession AV volume 2, qui sont des anthologies, qui sont des recueils de parcours d'adjointes virtuelles. OK. Donc, il y en a, de volume 1, il y a 20 adjointes virtuelles, dont Valérie Lassalle, dont tu parlais un peu plus tôt. Mais oui. Et il y a, ça c'est sorti le 28 mars 2023. Le 17 octobre 2023, bien, on lançait le volume 2, Profession AV, avec 10 adjointes virtuelles et mes meilleurs conseils pour les adjointes virtuelles à en devenir. Et à décembre, juste avant les fêtes, j'ai pas fait grand flafla pour l'annoncer. J'ai sorti mon livre qui s'appelle Reconnecter à soi, 52 activités pour se retrouver. Puis c'est des activités de réflexion, etc. Puis c'est un petit livre là, que j'ai tout publié. Très cool. Fait que, Multipassionné, finalement. ouais, 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 tout Tu- à fait. Ben, les passions principales, c'est le développement personnel, l'entrepreneuriat, puis l'écriture. Hmm. Très cool. Écoute, en terminant, Daniel, j'aimerais ça te demander si tu as un outil à partager avec ceux et celles qui écouteront le podcast. Un outil peut-être pour celles qui voudraient devenir adjointe virtuelle ou peut-être même auto-publier. Je sais pas, qu'est-ce que tu nous Ben, en fait, proposes? j'en ai 2. Si tu parles d'outils, par exemple, parce que comme Ça peut le être ce que tu veux. guide, ouais, Tout ce que tu veux. pour celles qui songent à devenir adjointes virtuelles, sur le site de l'Académie des adjointes, il y a le guide Bye Bye Boss, qui est un guide avec des questions, entre autres, à OK. savoir si on est prête pour devenir adjointe virtuelle. Une liste de 180 tâches qu'on peut faire comme adjointe virtuelle. Wow. OK. Une liste aussi je me souviens plus exactement, je pense que c'est 25 outils, applications, logiciels là, qu'on peut utiliser dans notre entreprise et une checklist à la fin pour bien démarrer. Fait qu'il y a OK. ça dans le guide euh, Bye Bye Boss. Et pour celles qui songent à écrire un livre, Mhm. ben il y a sur danielguérin.com, il y a le guide Comment écrire, publier, vendre son livre avec les 20 étapes pour Savoir dans quoi qu'on s'embarque. exactement Ouais, c'est ça. savoir C'est bon. dans quoi on s'embarque. En fait, là, il y a le processus. Là, tu sais, moi, j'ai écrire, finir, commencer, finir, publier, puis vendre. Donc, Mhm. les différentes étapes selon les endroits où on est dans. Dans le Donc, il y a ça processus. dans les guides. OK, super. Ben, je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode, ainsi que tous les petits livres, les choses qu'on a parlé durant notre discussion. Puis je te remercie pour la belle discussion. C'est vraiment cool d'avoir pu faire ta connaissance. Toi qui es la vraie pionnière, hein? C'est quand même. Fait que je suis très contente d'avoir pu te rencontrer aujourd'hui. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Ça a été un plaisir. Oui, super. Ben, bye tout le monde.